Soudain, les pluies avaient crevé le ciel. C'était le temps du wet, la saison humide dont l'arrivée noie le nord du pays et marque pour tout le continent le début d'un nouveau cycle de fertilité. Quintala, dont le père, Paraji, avait disparu depuis longtemps, revendiquait le territoire en y déposant son odeur. Mais aussitôt qu'Ira, la femelle dominante, venait recouvrir et donc annuler l'empreinte olfactive du jeune mâle. Dans la horde d'Artoué, un jeune dromadaire avait découvert la rudesse de ses congénères. Toku, le fils de Burka, était sorti de la poche maternelle pour faire ses premiers pas, hésitant et malhabile sur la terre ferme. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve, car il en est ainsi. Nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. L'humidité qui règne désormais au nord, dans la région des estuaires, et dans une grande partie du pays, fait prospérer tout ce qui germe, prend racine et fleurit. Certains végétaux tirent leur oxygène de la boue dans laquelle leurs racines flottent librement. D'autres s'accommodent d'une eau saturée de sel. D'autres, enfin, véritables fossiles vivants, forment l'une des communautés de végétaux primitifs les plus vastes du monde. Libellules ou abeilles, criquets ou scarabées appartiennent au groupe des insectes. Ces derniers ont colonisé le monde. Ils doivent leur succès évolutif à leur extraordinaire taux de reproduction et à leur capacité de voler, de conserver l'humidité et de supporter des températures extrêmes. Bien qu'elles ne représentent que 6% des terres libres de glace du globe, on trouve en Australie près de 9% des espèces d'insectes décrites à ce jour. L'environnement humide qui favorise des insectes tels que la libellule fait aussi le bonheur d'oiseaux grimpeurs de la famille des perroquets, les psittacidés. Le cacatoès de Leadbeater, le grand cacatoès à huppe jaune, le cacatoès corella ou le loriquet arc-en-ciel. Tous ont en commun une parfaite adaptation à la vie arboricole en milieu tropical. Grâce à l'agilité de leurs doigts, les psittacidés peuvent manipuler des graines ou s'accrocher à n'importe quelle branche, dans n'importe quelle position. Aucun oiseau ne montre davantage de dextérité. Leur bec constitue aussi un outil remarquable. La mandibule supérieure est recourbée vers le bas et l'inférieure vers le haut. Ensemble, elles forment à la fois une pince et un ciseau, capables de puissance aussi bien que de délicatesse. Sur un arbre voisin, l'aninga indien, piscivore, côtoie le langrayen, gobeur d'insectes. Le premier sèche ses ailes au soleil après la pêche car son corps ne sécrète pas les graisses nécessaires à imperméabiliser les plumes. L'ibis des Moluques, l'aigrette, les chasses blanches, où le héron-pie tire davantage des mollusques, poissons et crustacés, que leur offrent les marécages. Certains, comme l'aninga, vont chercher leur pitance où elle se trouve, sous l'eau. Les inondations qui marquent le début de la saison humide mettent en péril un grand nombre d'animaux. Certains meurent noyés dans leurs terriers. D'autres, que l'eau chasse de leur abri, se font aussitôt dévorer par des prédateurs. D'autres, enfin, sont emportés par des courants. De jeunes razorbacks aventureux ont supposé que la rivière en crue
leur offrirait un nouveau terrain de jeu. Ils en ont entrepris la traversée, mais savent désormais qu'il aurait mieux valu demeurer sur la berge. Yaquet, celui des Razorbacks qui avait cru reprendre pied, tombe de nouveau dans les remous. Un peu plus loin, ses deux camarades, tremblants de peur, tentent de garder l'équilibre sur un rocher glissant. Séparé du reste du trio, Yaquet se retrouve en mauvaise posture et ne peut résister aux cascades qui l'entraînent vers l'aval. Les deux autres Razorbacks sont eux aussi précipités au fil de l'eau, au gré des courants de plus en plus forts. À bout de résistance, ils arrivent enfin dans une sorte de bassin naturel où les remous s'apaisent. L'eau est peu profonde et la berge accessible. À peine en sécurité, les deux jeunes animaux se mettent à l'affût d'une odeur familière qui les rassurerait ou leur fournirait un point de repère. Ils en oublient l'absence à leur côté de Yaquet, le troisième Razorback. Dans les îles, l'évolution se produit en circuit fermé. Des espèces qui disparaîtraient ailleurs sous l'effet de la sélection naturelle ou de l'hybridation y sont préservées, isolées, protégées. L'Australie, comme Madagascar ou les Galapagos, abrite en raison même de son insularité une faune et une flore uniques au monde. En cette saison, Kangaroo Island, une île au large d'une île, se transforme en un jardin fleuri. C'est l'heure où, dans la clarté du matin, le Zostérops prend son bain. Le Zostérops, oiseau grégaire au chant mélodieux, vit en bande de plusieurs dizaines d'individus. Les fleurs environnantes font son délice car il en boit les nectars en guise de dessert, après ses repas d'insectes et de larves. Le trou d'eau où se baignent les oiseaux est aussi celui où s'abreuvent kangourous gris et wallabies de l'île de Gênes. Les wallabies présentent les mêmes caractéristiques que les kangourous, hormis leur taille plus petite. Le wallaby de l'île de Gênes pèse moins de 10 kg. En outre, il est l'un des rares animaux de sa famille à se reproduire de manière cyclique, c'est-à-dire à une saison précise. Le jeune Toku, qui ne fréquente encore la terre ferme que de temps à autre, appartient à l'espèce des grands kangourous gris.
Il y a moins de 2 ans, sa mère, Burqa, a été fécondée par un mâle dominant, lequel s'est aussi imposé à d'autres femelles avant de passer son chemin. Au nord de l'Australie, dans la zone des estuaires, l'absence de limite entre la terre et l'eau fait le bonheur des oies semi-palmées, parfaitement adaptées à un environnement marécageux. Pour Yaquet, au contraire, c'est un cauchemar. Le jeune razorback égaré ne parvient pas à trouver une berge solide, où le sol ne se dérobe pas sous son pied. Quelques crocodiles d'estuaire l'observent avec intérêt. On les appelle salties, car ils peuvent vivre aussi bien dans l'eau salée que dans l'eau douce. Yaquet s'est éloigné de la zone où vivent les crocodiles. Il ne les a même pas vus, seulement soucieux de retrouver son chemin. Il ne doit son salut qu'à la chance. Si les dragons de l'estuaire ne s'étaient pas gavés de quelque autre proie quelques heures plus tôt, ils se seraient disputé le droit de le dévorer. Yaquet n'a pas fière allure. Pourtant, un jour, il deviendra l'un de ces monstres sombres, puissants et agressifs qu'on appelle razorback et dont les canines pourraient crever le ventre d'un jeune crocodile. Au pied du mont Artula, sur la terre des dingos, les brumbies sont revenus. Les brumbies sont des chevaux sauvages dont les ancêtres arrivèrent avec les pionniers en 1788 ou furent importés d'Angleterre au XIXe siècle. Une horde passe sur le territoire qui fut jadis celui de Paradji le dingo. Marty, le jeune mâle, les regarde passer avec indifférence. Query, sa sœur, se montre plus curieuse. Kira, la femelle dominante, semble évaluer la situation. Depuis quelque temps, Kintala, le fils de Paradji, semble considérer ce territoire comme un héritage qu'il n'aurait pas encore revendiqué. Query, la petite femelle, arrive à point nommé, suivi de sa mère Kira, pour lui rappeler que celle-ci domine la meute, et rien ne se fera sans qu'il faille la défier. Les brumbies ont fini de s'abreuver. Kintala, qui avait instinctivement adopté la posture d'un défenseur, rebrousse chemin. Ce morceau du Red Heart, le cœur rouge de l'Australie, il se sent né pour le dominer, comme le fit jadis son père, que le désert avala, en un jour de soif et de feu. Pour un jeune kangourou gris qui découvre le monde, la moindre écorce ramassée sur le sol se transforme en jouet.
Toku a exploré toutes les sensations, olfactives ou tactiles, que lui offrait l'objet. Lassé, il se tourne vers sa mère, Burka, qui devra lui servir de compagnon de jeu. Burka ne manifestant pas un enthousiasme suffisant, Toku s'éloigne d'elle. Il maîtrise à présent la démarche propre au kangourou. On pose ses pieds sur le sol, on progresse à l'aide des mains et surtout de la queue, utilisée comme une jambe supplémentaire. Puis on se met à sauter sur les membres inférieurs qui forment un ressort. À l'âge de Toku, chaque promenade est à la fois grisante et épuisante. Mais un abri douillet est là, facilement accessible, où l'on pourra se reposer. Un aigle pêcheur veille sur le monde du Nord, à proximité des estuaires. Sous son regard, un jeune razorback, soulagé d'avoir survécu à la traversée du torrent, s'efforce de revenir vers les siens. Mais la route est longue, qui mène à la bauge familière. En chemin, Yaquet découvre soudainement des raisons de s'émerveiller. Le jeune razorback ne se lasse pas du spectacle des fourmis. Leur procession l'hypnotise. Mais il faut bien passer son chemin. Cependant, le spectacle est si beau qu'on y revient sans cesse, avant de s'éloigner vraiment. La curiosité a fini par l'emporter sur l'angoisse et la peur. Sur l'île des kangourous, Toku aimerait que sa mère lui permette de rester dans la poche. L'accès n'en est libre que quand elle le veut bien. Il faut pour cela qu'elle adopte une posture particulière. Occupé à son repas, Burka ne prête aucune attention aux mimiques de son fils. Toku, qui ne sait pas encore que la végétation est à la fois un environnement et une nourriture, peine à comprendre l'intérêt qu'elle porte à de simples buissons. Toku s'ennuie. Il tente à se rafraîchir en léchant son pelage. Il obtient ainsi que l'évaporation de sa salive abaisse la température des vaisseaux capillaires qui courent sous la peau de la poitrine ou des avant-bras. Alors que les wallabies tiennent un colloque, Toku, lui, semble regretter de n'avoir dans les parages aucun camarade. Alors il décide d'explorer les environs à la recherche d'une distraction qui lui fera passer le temps. Burka remarque l'absence de son fils et le rappelle à l'ordre. Toku, qui gambadait déjà au loin, s'exécute et revient vers elle. À intervalles réguliers, les kangourous se redressent et mettent à profit leur grande taille et leur ouïe fine, que de larges pavillons rendent très sélectives, afin de s'assurer qu'aucun danger ne peut être détecté dans les environs. Les bruissements du monde excitent de nouveau la curiosité de Toku. Il n'a plus qu'une idée en tête. Déjouer discrètement la surveillance de sa mère et s'aventurer seul dans la savane.
Une rencontre inopportune a dévié la route du jeune kangourou. Il ne sait plus où il est, mais ne s'en préoccupe guère. Burqa, cette fois, n'a pas fait attention à l'escapade de Toku. Elle poursuit son repas comme en temps normal. Tandis qu'à quelques distances de là, Toku comprend enfin qu'il s'est perdu. Burqa, à son tour, se rend compte de la situation. Elle renifle l'air en vain pour y retrouver l'odeur de son enfant. Burqa guette un bruit, un appel, une plainte qui lui indiquerait la direction où cherchait Toku. Mais elle ne perçoit que le gazouillement ordinaire des ostérops et le frisson habituel de la savane. Nul ne reverra jamais Toku, le jeune kangourou gris qui trouvait le temps long et voulait découvrir le monde par ses propres moyens. En aval de la rivière où Yaquet s'est perdu, ses deux compagnons, encore tout frissonnants d'avoir tant risqué, ont fait halte pour reprendre un peu d'assurance. Yaquet, qui s'est laissé porter par des eaux moins tumultueuses, arrive à son tour et rejoint ses camarades. Le trio sera enfin reconstitué. Avec les dingos, les chevaux, les dromadaires, les ânes, les chats, les lapins et les lièvres, le razorback fait partie de ces espèces autrefois domestiques, introduites par les hommes sur le dernier continent et qui, des marécages du nord aux terres rouges du centre, font désormais partie intégrante de sa faune sauvage. Sous un ciel que le mélifage pille, le malheur pille, le willy lève-queue ou la tariette rouge tache de couleurs vives, le roc sacré reçoit la visite d'un étranger. Ce dernier, un dingo noir et or, a fait une longue marche. Il vient du nord et se nomme Marou. Marou se roule sur le sol, comme pour s'en faire un allié, comme pour mêler son odeur à la sienne. Quelque part sur ce coin de désert, à l'ombre tutélaire du mont Artula, il établira son nouveau territoire.
Une horde de dromadaires s'est établie depuis plusieurs semaines dans la plaine qui fut jadis le territoire de Paraji le dingo. Parmi eux, un jeune nommé Wanga découvre depuis quelque temps avec effroi la dureté du monde. Il sait, dès que sa mère le ramène vers le groupe des adolescents, que ces derniers en feront leur souffre-douleur, celui qu'on piétine et qu'on mord, sans encourir le moindre risque. Chez les dromadaires, plaquer au sol le cou de son adversaire et lui mordre les mollets constitue la principale technique de combat. Wanga lèche ses hématomes. Puis il se réfugie derrière un buisson, d'où il comprendra que les jeunes adultes, entre eux, ne se montrent guère plus tendres. Wanga aimerait ne jamais avoir à se mêler à ces jeux d'où, parfois, l'un des participants revient avec une oreille arrachée. Il voudrait rester à jamais près de sa mère, qui, en réalité, veillera sur lui près de 5 ans, jusqu'à sa maturité sexuelle. Le temps nécessaire pour lui donner 2 frères. En répondant à l'appel de lointains congénères, Marou, le dingo noir, vient d'entamer avec eux un dialogue dont les échos se répercuteront toute la nuit sur les façades du roc incandescent. C'est le clan de Kira, la louve d'or, campé face au soir en fusion, qui donne la réplique à Marou. Les hurlements de Kira et des siens, perceptibles à une grande distance, renseigneront Marou sur le lieu où se trouve la meute, sur le nombre d'individus qu'elle comporte et sur l'accueil, favorable ou hostile, que l'on réserverait à un étranger.
s'il approchait davantage. Une véritable conversation s'est engagée entre Kira et Maru. L'excitation qui en résulte perturbe Query, la jeune femelle. Elle adopte de manière désordonnée des postures de domination qui prennent la forme d'un simulacre d'accouplement. D'autres dingos des environs et des individus appartenant à d'autres espèces se mêlent au concert et le rendent soudain plus confus. Il faut hausser la voix. Entre Kira et Maru, tout a été dit. Mais le grand opéra du désert ne cessera qu'à la dernière lueur de la lune. Wanga, le petit dromadaire, ne voit jamais sans appréhension s'approcher de lui un congénère plus âgé. Pourtant, cette fois, un adolescent d'à peine 1 an de plus ne semble pas vouloir tester sur lui les prémices de sa force. Cependant, trop souvent échaudé, Wanga rejoint sa mère. Il ne veut pas laisser à son nouveau camarade le temps de revenir à sa vraie nature, forcément agressive. Quelques minutes plus tard, Wanga n'a pas pu résister à la tentation. Puisqu'un ami se propose à lui, pourquoi ne pas en profiter pour jouer ? Cependant, tandis que la vie du troupeau suit son cours paisible, Wanga n'abandonne pas toute prudence. Il se retire de nouveau et décide de se reposer. Le jeune dromadaire s'inquiète quand son compagnon vient se frotter à lui, mais celui-ci ne veut que se débarrasser d'une démangeaison sur le grattoir le plus facilement accessible. Se pourrait-il qu'il existe dans le désert un jeune dromadaire prêt à jouer avec Wanga sans le brutaliser? Est-il possible que celui-ci ait enfin trouvé le grand frère qui l'aidera à grandir et à comprendre comment on doit vivre quand on appartient à une race qui a toujours navigué sur des océans de peine? Les nouveaux amis font mieux connaissance. Ils se reniflent, s'effleurent, se frôlent. Puis ils s'acceptent l'un l'autre en s'allongeant, cuir contre cuir, laine contre laine, bosse contre bosse.
Depuis plusieurs semaines, Kira s'alanguissait. Elle ne dominait plus la meute avec la même force qu'autrefois, quand elle avait surgi du fond de l'horizon, semblable au boomerang dont elle porte le nom, pour s'imposer en quelques minutes à Paraji et à ses enfants. Cependant, depuis son dialogue nocturne avec Maru, qu'elle ne connaît pas encore, elle ne cesse de courir sans but, de tourner en rond, fiévreuse et agitée. Kira est solitaire depuis la disparition de Paraji car les autres membres de la meute ne sont que des petits ou de jeunes adultes. Peut-être devine-t-elle, au hurlement entendu la nuit dernière, qu'un nouveau mâle viendra bientôt la retrouver et s'agréger au clan, le temps de la féconder et de régner. Puis, elle le sait, il partira à son tour, comme le font les dingos, dont les affinités varient au gré du temps et des circonstances. Kira s'impatiente. Elle ne supporte même plus ses propres enfants et n'aspire qu'à s'isoler. De l'autre côté du roc, Maru semble avoir interprété la veille les appels de Kira comme une invitation. Il court vers elle et présume qu'elle viendra aussi vers lui. Puis peut-être ils s'effleureront la truffe, se renifleront, s'évalueront. Elle tentera de se jeter sur lui, de lui mordiller l'échine, de lui humer l'arrière-train, sous le regard des autres membres de la meute. Elle se comportera en somme comme une femelle amoureuse. Kintala, fils de Paraji, les observera et se glissera dans leur sillage. En tant que mâle animé d'une prétention à dominer le groupe, la première chose que Maru doit accomplir consiste à identifier ses éventuels rivaux. Il comprend tout de suite, sans le montrer encore, qu'il devra s'imposer à Kintala. Marty et Koiri, les jeunes enfants de Kira, adoptent à toutes fins utiles un profil bas et s'éloignent de celui qui pourrait devenir leur maître. Pendant ce temps, Kira a repris ses manœuvres de séduction. Mais Kintala survient, ce qui perturbe puis interrompt les ébats des deux adultes. Kintala veut tester sans tarder la détermination de Maru. Le jeune dingo comprend vite qu'il n'est pas de taille à affronter Maru. Celui-ci le dépasse d'une tête et son sang-froid dissuaderait le plus hargneux des agresseurs. Les autres membres du clan se contentent déjà de reprendre, sous une férule nouvelle, le cours normal de leur existence. Sur un arbre planté au milieu des rocailles, un couple de diamants à queue rousse a bâti son nid, où séjourne un oisillon presque en état de voler.
Encore quelques jours, et il pourra déployer ses ailes au lieu de se contenter d'attendre, sur la branche, que son père ou sa mère veuille bien revenir déposer dans son bec de quoi l'alimenter. Sur le roc et réchauffé par lui, un lézard barbu fait le plein d'énergie thermique en observant l'oiseau. Puis il se rend au pied de l'arbre. Il sait que la vie attire la vie et que tout ce qui vit peut devenir victime. Chez les passereaux, il peut arriver que les parents parcourent de longues distances pour trouver leur nourriture préférée, graines ou insectes, et les petits restent souvent sans surveillance ni protection. L'oisillon s'énerve car des fourmis ont envahi son nid. Le lézard a observé que le nid est devenu le théâtre d'un désordre inhabituel. Il se met à l'affût. Pour le jeune diamant à queue rousse, la situation tourne au drame. Quelle résistance opposer à un agresseur sans nombre qui s'infiltre dans les profondeurs du plumage? Torture indicible. Les fourmis sont partout. Sur les ailes, les yeux, les flancs, le ventre. Le corps de l'oiseau n'est plus que le réceptacle de leur venin. Le lézard barbu croit voir arriver son instant de chance. Il s'approche. Pour échapper à cette agression à quoi rien ne l'a préparé, le petit passereau perd la tête et sort de son nid. Fatale erreur. Les fourmis sont toujours là, qui épuisent le petit diamant à queue rousse. Pendant quelques secondes encore, le lézard attend, se fond dans le décor. Il laisse sa proie se débattre et se fatiguer davantage. Et enfin... un autre lézard barbu qui vient d'assister à la scène a toutes les raisons de jalouser son congénère. Frémissant de dépit, il devra, lui, se contenter sans doute d'une proie moins substantielle.
Le lézard frustré croise enfin une blatte d'Australie. Il attend que son immobilité et sa peau couleur de rocaille le rendent imperceptible aux yeux de l'insecte. Puis il le harponnera d'un coup de langue, sans qu'il ait eu le temps de s'en apercevoir. La présence de Marou excite Kira, qui ne cesse de le provoquer, de l'aguicher, de virevolter autour de lui. Le grand mâle noir tarde à se prêter au jeu, car il lui faut avant tout asseoir sa domination sur la meute. Kintala supporte mal l'irruption de l'intrus, lui qui se préparait à revendiquer le pouvoir. Marou doit donc rapidement fixer les règles du jeu. Kira tente en s'interposant de protéger au moins son fils, Marty, qui s'est approché. Ce dernier fait alors mine de vouloir posséder la femelle. Il n'en faudra pas davantage pour provoquer la fureur de Marou. En matant Kintala et Marty, les seuls autres mâles du groupe, Marou a dompté toute la meute. La route est à présent tracée. Il fécondera Kira et transmettra ses gènes à une nouvelle génération. Sa force lui en a donné le droit. Tout ce qui vit au pied de la falaise flamboyante devra compter avec Marou. Il est venu pour dominer. Il est venu pour régner. Il est venu pour que perdure sa race, pour qu'elle défie le temps, ainsi que le font les géants de pierre au milieu du désert.